l'approche du deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, 18 partis politiques se sont joints au candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo. Il affrontera l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira. « 23 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés en 4 jours dans l'est de la RD Congo. Ce, près des zones où la lutte contre l'épidémie est paralysée par l'insécurité. Les inondations dévastatrices qui ont frappé le Soudan du Sud pourraient provoquer une famine dans plusieurs régions du pays. C'est la mise en garde faite ce jeudi par le Programme alimentaire mondial. Bonsoir à toutes, bonsoir à chacun. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre, puis chef du gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, âgé de 74 ans, a été élu dès le premier tour pour lui succéder à la tête de l'État algérien. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'autorité nationale des élections, ANI. Tebboune a recueilli 58,15% des suffrages, a indiqué le président de l'ANI, Mohamed Charfi, lors d'une cérémonie officielle au lendemain d'un scrutin marqué par une abstention record et qui s'est déroulé dans un contexte de contestation massive et inédite du régime au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. Le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats définitifs entre le 16 et le 25 décembre après examen d'éventuels recours. Selon l'ANI, l'ANI a légèrement revu le taux de participation à 39,83%, le plus faible de l'histoire des élections présidentielles pluralistes en Algérie. Il est inférieur de plus de 10 points à celui du président du précédent scrutin qui, en 2014, avait vu la victoire d'Abdelaziz Bouteflika. À l'approche du second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, 18 partis politiques se sont joints au candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo. Il affrontera l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira lors du second tour prévu le 29 décembre prochain. Alors que la campagne pour le second tour de la présidentielle bissau-guinéenne doit commencer ce vendredi pour s'achever le 27 décembre prochain, le candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo, peut compter sur le soutien de 18 partis politiques. L'ancien Premier ministre Embalo était arrivé deuxième au premier tour le 24 novembre dernier avec 27,65% des voix contre 40,13% pour Domingos Simoes Pereira, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Umaro Sissoko Embalo avait déjà obtenu le ralliement des principaux ténors comme l'opposant Nuno Gomes et le président sortant José Mario Vaz, arrivés respectivement 3e et 4e. Dès que je serai élu président de la République, j'inviterai Domingos Simoes Pereira, Nuno Nabiam et le président sortant José Mario Vaz. J'inviterai également Raimundo Pereira, le président par intérim en 2012, le président Serifo Namadjo, car ils ont tous une place spéciale dans ce pays. Ils ne sont pas des citoyens communs, mais des citoyens spéciaux. Chef du gouvernement de 2014 à 2015, Domingos Simoes Pereira va quant à lui compter au second tour sur les soutiens de 2 candidats malheureux au premier tour et chefs de petits partis, Yaya Diallo et Idrissa Diallo. Le prix Nobel de la paix est rentré chez lui en Éthiopie et le convoi du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été accueilli en héros à Addis Abeba à son retour d'Oslo où le prix lui a été remis. L'homme souhaite, entre autres, impulser une nouvelle dynamique à la coopération avec l'Érythrée. Abiy Ahmed, âgé de 43 ans, s'est vu attribuer le Nobel pour la réconciliation qu'il a menée tambour battant avec l'Érythrée, mettant fin avec le président érythréen Isaias Afwerki à 20 ans d'état de guerre entre ses 2 voisins de la Corne de l'Afrique. Des centaines de personnes étaient rassemblées à l'aéroport et dans les rues de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, agitant notamment des drapeaux éthiopiens. La mobilisation pour honorer le retour du Premier ministre était remarquable. Je suis venu souhaiter la bienvenue à notre Premier ministre Abiy Ahmed. Je suis très heureux qu'il ait gagné le prix. Il a marqué l'histoire de notre pays. Je suis heureux
parce qu'il a reçu ce prix devant le monde entier. Il a fait ce qu'il fallait parce que certains médias disent la vérité et que d'autres trouvent le moyen de critiquer. La paix est un processus. Il n'a pas terminé son travail. Il nous a dit que la paix, c'est comme planter un arbre dans le monde. Il faut en prendre soin. Donc, ce n'est pas important de parler de choses trop simples. Le comité Nobel norvégien a dit espérer que les réalisations antérieures du Premier ministre éthiopien, conjuguées au surcroît d'encouragement que représente le prix de la paix, inciteront l'Éthiopie et l'Érythrée à poursuivre la mise en œuvre des traités de paix. Annoncé le 11 octobre, le prix Nobel de la paix récompense également ses tentatives de médiation dans une région tourmentée ainsi que ses réformes visant à démocratiser son pays longtemps livré à l'autoritarisme. Une manifestation pro-chiite a été dispersée par des tirs en l'air de la police jeudi à Abuja, la capitale nigériane. Les manifestants protestaient pour commémorer le meurtre de leur membre Azaria il y a 4 ans. Plus d'une centaine de membres du groupe chiite, le mouvement islamique du Nigeria, se heurtent à la police lors d'une manifestation à Abuja. Les manifestants défilent pour commémorer le 4e anniversaire du massacre de Zaria, au cours duquel des centaines de chiites ont été tués par l'armée nigériane en décembre 2015. On est venu aujourd'hui pour commémorer le 4e anniversaire de la brutalité de l'armée nigériane qui a tué des milliers de nos frères et sœurs à Zaria. C'est pour ça qu'on est dehors aujourd'hui. L'armée aurait tué 350 chiites selon des organisations de défense des droits humains en 2015. C'est un problème d'interdiction. On n'est pas une organisation, on pratique une religion, donc le mouvement islamique n'est pas une organisation. On n'est pas un groupe terroriste et personne ne peut nous proscrire. Les manifestants exigeaient également la libération de leur chef détenu, le leader chiite Ibrahim El-Zakzaki, qui fait face à des accusations de terrorisme et qui est détenu avec sa femme depuis les violences de 2015. Nous appelons à la libération de notre chef, le cheikh Ibrahim Zakzaki, qui est détenu illégalement depuis plus de 4 ans maintenant, plusieurs blessures et sans médicaments. Né en tant que mouvement étudiant en 1978 avant de muer en groupe révolutionnaire, inspiré de la révolution islamique en Iran, le mouvement islamique du Nigeria est toujours encore proche de Téhéran et suscite une grande hostilité au Nigeria, où l'élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l'Arabie saoudite. En juillet, le gouvernement nigérien a officiellement inscrit le mouvement islamique du Nigeria comme groupe terroriste, lui interdisant toute activité, mais les protestations se sont poursuivies. Les vagues d'affrontements avec les forces de sécurité ont fait plusieurs centaines de morts en 2018 dans le nord du pays. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le chef de file de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, est à Johannesburg pour recevoir le prix All Africa Freedom. Occasion pour lui d'évoquer la situation politique de son pays et de rencontrer l'ancien leader de l'opposition sud-africaine, Mmusi Maimane. Le peuple, composé d'une immense majorité de jeunes, a indiqué en masse qu'il voulait que je me présente face au président Museveni. Mais nous sommes en contact avec le docteur Kizza Besigye pour être sûr de ne pas se contredire et de ne pas entrer en conflit en tant qu'opposition. On ne peut pas vivre sur un continent où la répression de l'opposition est à un tel niveau. Je pense donc qu'il faut une meilleure coordination entre les chefs de l'opposition, un meilleur financement de ces oppositions et que nous parvenions à faire en sorte que les médias soient présents. Ils s'adressent à l'opposition comme ils s'adressent au gouvernement. Et nous devons travailler pour obtenir ces changements. 23 nouveaux cas de fièvre hémorragique et Ebola ont été enregistrés en 4 jours dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce près de zones où la lutte contre l'épidémie est paralysée par l'insécurité. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi des autorités sanitaires. La flambée a été répertoriée entre dimanche et mercredi dans les provinces voisines de l'Ituri et du Nord Kivu. 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans la seule journée de mardi au Nord Kivu, à Mabalako.
6 autres avaient été notifiés lundi, dont 3 médecins traditionnels, selon le comité interministériel de la riposte à l'épidémie. Mercredi, 3 cas ont été notifiés dans le Nord Kivu, dont un dans une localité qui n'avait connu aucune notification depuis 85 jours. L'activité de la riposte anti-Ebola est paralysée dans 3 zones de santé, Beni, Biakako et Mandjina, pour des raisons sécuritaires. Le 28 novembre, une chargée de la vaccination et 2 chauffeurs ont été tués dans une attaque contre une installation des équipes anti-Ebola à Biakato. Un policier a été tué dans une attaque simultanée à Mandjina. L'Organisation mondiale de la santé puis l'ONG Médecins sans frontières ont retiré leurs équipes non congolaises de Biakato. Ces attaques vont redonner de la vigueur à l'épidémie et par conséquent, plus de gens vont mourir, avait déploré le directeur général de l'OMS après la double attaque de Biakato-Mandjina. Jeudi matin à Kinshasa, 8 confessions religieuses ont pris l'engagement de sensibiliser les groupes armés et des jeunes qui s'attaquent régulièrement aux installations et aux agents de la riposte à la maladie à virus Ebola en utilisant des canaux existants. Au total, 2210 personnes sont mortes d'Ebola depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018. Je l'annonçais en titre, les inondations dévastatrices qui ont frappé le Soudan du Sud après une période de sécheresse intense pourraient provoquer une famine dans plusieurs régions du pays dans les prochains mois. C'est en tout cas la mise en garde faite ce jeudi par le Programme alimentaire mondial, PAM. Près d'1 million de personnes subissent les effets des inondations qui ont submergé des villes entières, selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, aggravant une situation humanitaire déjà catastrophique après 6 ans d'une atroce guerre civile. Quelques 5,5 millions de Sud-Soudanais pourraient souffrir de la famine début 2020, à une période où la population commence ordinairement à bénéficier de la récolte des mois précédents, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Mais l'avant-dernière récolte a été brûlée par la sécheresse et la dernière noyée par les eaux. Le Sud-Soudan a de sérieux problèmes, pas seulement à cause du conflit, mais aussi à cause des pluies et des inondations qui ont frappé ces derniers mois. C'est bien pire que ce que nous avions prévu. En fait, si nous n'obtenons pas 100 millions de dollars dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous parlons littéralement de famine dans les prochains mois. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'aide et nous en avons besoin maintenant. Il ne s'agit pas du PAM, il s'agit des petits garçons, des petites filles et des familles que nous devons sauver. L'agence onusienne affirme avoir besoin de 242 millions d'euros au premier semestre 2020. Pour rappel, la famine déclarée en 2017 au Soudan du Sud avait été vaincue après 4 mois à l'issue d'une réponse humanitaire concertée à grande échelle, a rappelé le PAM. Les experts assurent maintenant que les perspectives de sécurité alimentaire du pays n'ont jamais été aussi sombres. L'instabilité politique est également très forte puisque le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont été incapables de former, avant une date butoir fixée au 12 novembre, un gouvernement d'union nationale. Il dispose d'un nouveau délai qui expire en février 2020. Merci d'avoir suivi ce journal. À bientôt.